Le journal Moussa Papa Aïdara. Au sommaire, en vue d'améliorer la desserte en électricité au Mali, le tout nouveau ministre de l'Énergie et de l'Eau multiplie les rencontres afin de dialoguer avec les acteurs concernés. C'est là, dans l'optique d'identifier des solutions concrètes. Il était à la centrale de Sirakoro, puis au poste de distribution de Balengue. La route nationale numéro 27 connaîtra dans 36 mois un nouveau visage. Les travaux d'aménagement et d'élargissement du tronçon urbain 2x2 voies et 2x3 voies avec bande d'arrêt avancent normalement, selon le constat de Madame le ministre des Transports et des Infrastructures à l'issue de sa visite inopinée sur le chantier. La création d'une chaîne de télévision de l'AES et la mise en place de la Web TV sur la table de discussion des directeurs généraux de la RTB, de l'ORTM et de la RTN. Ils sont à Ouagadougou pour sceller un partenariat structurant. Dans Focus Santé, à suivre les techniques de l'alimentation des enfants atteints de l'infirmité motrice cérébrale, IMC, avec Kouba Sissi. Et puis en sport, l'Angola a remporté la 16e CAN féminine de handball de son histoire en battant le Sénégal en finale à Kinshasa. Le pays confirme ainsi sa domination continentale dans la discipline chez les femmes. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Parlons tout d'abord de ce trésor inestimable de l'héritage culturel malien. Il s'agit des manuscrits. Les membres du comité de pilotage du projet préservation et accessibilité des manuscrits anciens au Mali font le point. Le dit projet conduit par le ministère de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière et du Tourisme doit permettre la vulgarisation du contenu des manuscrits aux universitaires. Il est financé par le Japon avec, à travers l'UNESCO à hauteur de plus de 100 millions de francs CFA. Famoussa Sidibé. Du sauvetage des manuscrits à leur préservation, les yeux sont désormais tournés vers leur accessibilité. L'univers des manuscrits du Sahel s'ouvre donc au campus universitaire des temps modernes. Pour ce faire, le gouvernement japonais a injecté plus de 100 millions de francs CFA dans le projet Préservation et accessibilité des manuscrits. Les documents traitant de la philosophie, la médecine, le droit, les mathématiques, l'astrologie et même de la musique seront exploités par les universitaires. Murata Yukuyo, ambassadeur du Japon au Mali. Doter le secteur de l'enseignement supérieur du Mali de programmes innovants de formation sur les manuscrits anciens et de concevoir des maquettes de formation continue et diplômante et de développer un programme d'information et de sensibilisation sur les manuscrits anciens à l'endroit de la population malienne en général et des jeunes scolaires et universitaires en particulier, afin de faire connaître et vulgariser le contenu de manuscrits anciens pour une large appropriation. Selon les Nations Unies, ce projet s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2030 des objectifs pour le développement durable. Il permettra la promotion et l'accessibilité du patrimoine documentaire, y compris du patrimoine numérique. Le projet s'adresse principalement aux universitaires maliens. Bourema Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ces manuscrits rendent compte de l'évolution de la pensée, des découvertes et réalisations de la société humaine et constituent les legs transmis par le passé à la communauté mondiale. À Tombouctou, pour ne citer que ces cas, ils forment un ensemble d'environ 450 000 documents, dont les plus anciens remontent au XIe siècle. Au fil des années, un corpus impressionnant de manuscrits s'est constitué, couvrant des sujets très variés. 4203 manuscrits précieux ont été brûlés ou volés au sein de l'Institut des hautes études et de recherche islamiques Ahmed Baba de Tombouctou. Environ 95% des manuscrits de la région de Tombouctou ont été exfiltrés par l'ONG Savama DCI. L'ambassadeur du Japon dit réaffirmer sa détermination à apporter son appui constant aux efforts de stabilisation, de développement socio-économique et culturel du Mali. Le Mali qui fait face à une crise énergétique. À cet effet, le tout nouveau ministre de l'Énergie et de l'Eau a effectué une visite au niveau de 2 centrales de EDM et un poste de distribution d'électricité de la capitale. Il s'agit de la centrale de Sirakoro, puis le poste de distribution de Balengue. L'idée est de s'enquérir de l'état de fonctionnement des installations, aussi de dialoguer avec les acteurs concernés en vue d'identifier des solutions concrètes. Boubacar Bablé Touré était de la visite.
Premier objectif de cette visite de terrain du tout nouveau ministre de l'Énergie et de l'Eau, s'enquérir non seulement de l'état de fonctionnement des installations, mais aussi de recenser les difficultés en vue de proposer des solutions urgentes. La visite a concerné dans un premier temps la nouvelle centrale thermique de Sirakoro, puis le poste de distribution du quartier et a pris fin à la centrale de Balengue. Boubacar Diané, ministre de l'Énergie et de l'Eau. On a compris, donc on va tout mettre en œuvre pour que la production puisse reprendre dans un bref délai et que la desserte soit améliorée. Comme deuxième objectif de ce périple du ministre Diané, une prise de contact avec le personnel de EDM, avec à la clé un message du président de la transition, chef de l'État, Boubacar Diané, ministre de l'Énergie et de l'Eau. C'est vrai, la crise énergétique que nous traversons, c'est un défi immense. Mais qu'à cela ne tient, pour moi, ce n'est pas rédhibitoire. Et le chef du département d'exhorter le directeur général de EDM et son équipe à redoubler d'efforts pour relever ces défis énergétiques qui, selon lui, n'a que trop duré. Et c'est sur une durée de 36 mois que devront prendre fin les travaux d'aménagement et d'élargissement du tronçon urbain de la route nationale numéro 27, c'est-à-dire allant du rond-point du Grand Hôtel au laboratoire central vétérinaire. Il s'agit du tronçon 2x2 voies et 2x3 voies avec bande d'arrêt. Madame le ministre des Transports et des Infrastructures suit les travaux à travers souvent des visites inopinées sur le chantier. D'emblée, Madina Sissoko reste satisfaite de l'évolution des travaux, mais insiste surtout sur le respect du délai afin que les usagers puissent avoir des routes sûres et sécurisées. Seydou Traoré, compte rendu. Du rond-point du Grand Hôtel au laboratoire central vétérinaire, le ministre des Transports et des Infrastructures sur le terrain poursuivent de près l'évolution des travaux de l'élargissement du tronçon urbain 2x2 voies plus d'1 kilomètre et de 2x3 voies au-delà de 7 km. Ce chantier d'amélioration de la mobilité urbaine à l'intérieur de la capitale a été lancé le 16 juillet dernier par le président de la transition. L'entreprise en charge de l'exécution du projet est à pied d'œuvre pour livrer à temps. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Les travaux avancent normalement et il y a des zones aussi qui doivent être dégagées, c'est-à-dire nous avons des constructions dans l'emprise de la voie. Ces constructions doivent être dégagées et les tronçons pour lesquels les travaux peuvent être exécutés sont en cours. Au niveau du quartier Djilibougou, les travaux de terrassement des caniveaux sont en cours à la satisfaction des usagers du tronçon. Boubacar Dessissoko, usager. Vraiment, je pense que c'est un bon projet et c'est en bonne voie. Et je pense que si ça parvient à continuer comme ça va contribuer à l'embellissement de la ville. Angèle Koulibaly, usager. Nous sommes très contents. Avec les travaux, nous avons de l'espace. Ce projet routier est réalisé par le ministère des Transports et des Infrastructures. En plus des 2 voies aller et retour, le tronçon aura des bandes d'arrêt d'urgence, des pistes cyclables et un trottoir piéton. Et c'est pourquoi les exigences des autorités en charge du transport sont élevées pour la sécurisation de nos routes. Dambélé Marina Sissoko. Les travaux de bétonnage par endroits qui peuvent être exécutés même pendant l'hivernage, ils doivent les laisser après. Le coût de ce projet structurant est estimé à plus de 33 milliards de francs CFA. Ce financement du budget national et doit être bouclé et livré en 36 mois par le groupement d'entreprises Covec Mali et GK. AES, actualité. Je vous l'annonçais dans les titres, les premiers responsables des médias de service public des États du Sahel en conclave à Ouagadougou. À l'ordre du jour, les directeurs généraux de la RTB, de l'ORTM et de la RTN ont révisité et amendé le projet de convention de partenariat entre les 3 médias. Également, la création d'une chaîne de télévision de l'AES et la mise en place de la Web TV étaient sur la table de discussion. Une séance de travail suivie par Jutayel Kafondo. Dans la dynamique du renforcement des relations entre les États membres de l'AES, la communication efficace est essentielle. Cette problématique a réuni les premiers responsables des médias publics de la Confédération pour jeter les bases d'une communication active au profit des populations. Galip Somé, directeur général de la RTB. Nous avons ensemble essayé de revisiter d'abord notre convention de collaboration, qui est une vieille convention, et que nous avons essayé de relire en tenant compte en fait des nouvelles orientations de nos autorités. Cette
rencontre était extrêmement importante également parce que nous avons jeté les bases de cette collaboration en termes d'échange de programmes. Nous avons également, sur les orientations donc, de nos ministres respectifs, travaillé sur un projet de création d'une chaîne de télévision de l'AES. Les directeurs généraux de l'Office de radio-télévision du Mali et de radio-télévision du Niger sont présents au Burkina Faso dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de Radio Burkina. Une occasion, selon le directeur général de la radio-télévision du Niger, d'échanger sur les différentes orientations des chefs d'État. Abdoulaye Koulibaly. Nous avons eu des échanges importants sur nos expériences respectives, ce qui nous a permis d'avoir aussi une vision partagée sur les orientations qui nous ont été données par nos ministres respectifs et les chefs d'État. Pour le directeur général de l'Office de radio-télévision du Mali, cette rencontre a permis aux différentes parties de s'imprégner de la nécessité de mutualiser les efforts. Hassan Baba Djombeli. Au-delà des points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre, nous avons eu quand même l'opportunité, sinon l'occasion, de nous rencontrer, de faire échanger nos équipes techniques et c'était très important. On a vu la nécessité aujourd'hui de mutualiser les efforts et c'est justement à travers cette rencontre qu'on a compris qu'il était important pour nous d'organiser des rencontres de façon plus périodique. La validation et la signature de la convention de partenariat se feront dans les jours à venir à Bamako au Mali. Une rencontre entre les ministres en charge de la communication y sera tenue pour décider entre autres de la création de la chaîne de télévision de l'AES. Sur un tout autre plan, lancement à Niamey de la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme. Cette grande rencontre du donner du recevoir a vu la participation des pays de l'AES avec DIFA comme région phare. Suivant un extrait du discours prononcé par le Premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamine Zen. À l'ouverture du salon, il est au micro de nos confrères de la radio du Niger. C'est avec un honneur et un grand plaisir que je préside la présente cérémonie au nom du chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdrahman Chani. Cette 13e édition du Salon international pour la femme, SAFES, se tient dans un contexte nouveau où le peuple nigérien a depuis le 26 juillet 2023, sous la conduite du CNSP, appuyé par le gouvernement, décidé de prendre son destin en main en exerçant sa souveraineté dans la gestion de ses affaires et ses relations avec le reste du monde. Partageant ses aspirations avec la République du Mali et du Burkina Faso, notre peuple s'est joint à ceux de ces deux pays pour créer ici même à Niamey la Confédération des États du Sahel. C'est dire que c'est là une opportunité, une grande opportunité pour le SAFEM de s'enrichir de l'expérience de ces deux pays alliés, amis, frères, de perfectionner son offre et encore d'être encore plus rayonnant sur le plan international. Bien entendu, l'expérience des autres pays demeurera toujours la bienvenue. Promouvoir la propriété intellectuelle et accélérer l'inclusion financière des femmes artisanes. Tel est le thème de cette 13e édition du Salon international pour la femme. Ce thème requiert une attention particulière, car la femme artisane est dans tous les foyers de notre pays et son génie créateur met à la disposition de la société d'innombrables outils, instruments et services indispensables à la vie quotidienne. Il sera dès lors judicieux de bien recenser les produits artisanaux créés par les femmes, les promouvoir, les protéger comme propriété intellectuelle afin que leurs créatrices en tirent les avantages mérités. En cette ère du numérique, je vous recommande également de bien investir cette technologie pour donner davantage de visibilité aux talents de nos artisans et booster ainsi la rentabilité de leurs activités. Cela permettra à l'État de bien connaître la part de l'artisanat féminin dans la production de la richesse nationale et de concevoir avec elle des programmes de valorisation et de développement de ce secteur de l'économie nationale. Comme vous le savez, l'artisanat aussi est la marque de l'identité d'un peuple. Chères sœurs, faites-en alors un ambassadeur efficace des peuples de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. L'essentiel a été dit. Vous me permettrez que je me cantonne ici pour simplement déclarer ouverte la 13e édition du SAFEM, Salon international de la femme. Vive la Confédération des États du Sahel, vive la femme nigérienne, africaine et la femme du monde entier. Vive le Niger, je vous remercie. À l'instant, un extrait du discours du Premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamine Zen,
à l'ouverture de la 13e édition du Salon international de l'artisanat. Pour être tout à fait complet sur l'actualité dans l'espace AES, on revient sur le Burkina où c'est désormais Ritalba Jean-Emmanuel Ouedraogo qui a la lourde tâche de former un nouveau gouvernement. Il a été nommé au poste de Premier ministre par le président de la transition. M. Ouedraogo était avant sa nomination le ministre de la Communication, de la Culture, du Tourisme et des Arts. Son nouvel attelage gouvernemental est attendu dans les prochains jours. Actualité internationale à présent, les Ghanéens attendent les premiers résultats des élections législatives et présidentielles. Ils ont accompli hier leur devoir civique et les résultats devraient être annoncés dans les heures qui suivent. Autre actualité, le pape François nomme 21 nouveaux cardinaux, dont 2 Africains. Il s'agit de Ignace Bessi Dogbo, archevêque d'Abidjan, et Jean-Paul Lovesco, archevêque d'Alger en Algérie. Cette annonce a été faite hier après l'Assemblée des cardinaux. À l'issue de la même assemblée, 110 personnes ont été nommées par le pape François comme électeurs potentiels pour le prochain conclave parmi les 140 autres. Très tôt ce matin, le commandement de l'armée syrienne a annoncé la fin des 24 ans de règne du président Bachar el-Assad. Ce dernier s'est envolé hier soir du pays pour une destination inconnue. Les mêmes informations ont été confirmées aujourd'hui à la télévision nationale par les terroristes. Le sport à présent, l'Angola a remporté la 16e CAN féminine de handball de son histoire en battant le Sénégal en finale en Kinshasa. Le pays confirme ainsi sa domination continentale dans la discipline chez les femmes. Et en ce qui concerne le football, l'actualité est dominée par les compétitions interclubs de la CAF. Le Djoliba AC en Ligue des Champions et le Stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération feront leur deuxième apparition dans la phase du groupe cet après-midi. Les Blancs de Bamako sont en déplacement en Angola chez CD Lunda Soul et les Rouges de Bamako reçoivent Pyramide FC au stade du 26 mars. On en sait plus avec Famou Djourté. Compétition africaine des clubs. En Ligue des Champions, le Djoliba AC reçoit ce dimanche Pyramids FC d'Égypte au compte de la deuxième journée de la phase de groupe. Ce sera au stade du 26 mars de Yirimadior à partir de 16h. Largement battu 4-0 par l'Espérance de Tunis lors de la journée inaugurale, les Rouges de Bamako veulent rebondir dans un groupe D très relevé. Le coach du Djoliba AC, Demba Mamadou Traoré, est conscient de l'enjeu de la rencontre de cet après-midi. Il s'exprime au micro de Foutiki Tungara. Je pense qu'on a essayé de travailler beaucoup de choses. Mais lors de notre match de championnat qu'on a joué, je pense qu'on a essayé de mettre quelque chose en place qui nous a souri un peu, mais ça reste encore des corrections. Outre le match Djoliba AC, Pyramids FC à 16h, Al Hilal du Soudan accueille le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo à 19h dans le groupe A. Ce sera la dernière affiche des rencontres de groupe de la deuxième journée en Ligue des Champions. Une journée qui a démarré vendredi avec le match nul 0-0 entre Sagrada Esperance d'Angola et l'Espérance de Tunis dans le groupe D, celui du Djoliba AC et Pyramids FC. Ce samedi, dans le premier match du groupe A, le Mouloudia Club d'Alger s'est imposé 2-0 face au club tanzanien Young Africans de l'international malien Djigui Diarra qui était dans le but. Il n'y a pas eu de vainqueur dans la rencontre du groupe B. Maniama Union de la RDC et Raja Casablanca du Maroc se sont neutralisés un but partout. C'est ce même résultat d'un but partout qui a sanctionné le match entre l'AS FAR du Maroc et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Dans le groupe C, l'autre club sud-africain Orlando Pirates a tenu en échec Al Ali d'Égypte 0-0. Le stade d'Abidjan s'est incliné 0-1 devant le 16 Belouizdad d'Algérie. Dans la Coupe de la Confédération, communément appelée Coupe CAF, le Stade Malien de Bamako joue également ce dimanche sa deuxième journée de poule. Ce sera en déplacement chez les Angolais du club Deportivo d'Alunda Soul. La rencontre est prévue pour 13h GMT. Avant le départ des stadistes, l'entraîneur Mamoutou Kade Dimourlé s'est confié à notre micro concernant la rencontre de cet après-midi. Si on arrive à jouer le match contre Sondal Soul, comme on appelle l'équipe d'Angola, je pense que là on peut faire un bon programme, une bonne stratégie pour attendre l'équipe marocaine. Le match entre CD Lunda Soul et Stade Malien de Bamako se joue en même temps que l'autre rencontre de la poule B qui oppose Stellenbosch d'Afrique du Sud à la Renaissance sportive Berkane du Maroc. Les deux affiches de la poule A se disputent à 16h temps universel. Il s'agit des matchs entre CS Constantine contre Simba de la Tanzanie et Bravo Domakis contre CS Sfaxien. Dans la poule C, Orapa United reçoit ASEC Mimosa à
13h. Ensuite, Djaraf du Sénégal offre son hospitalité à l'USM Alger à 16h. Enfin, dans la poule D, Black Bulls affronte Al Masry d'Égypte à 13h et Enimba du Nigeria joue contre Zamalek du Caire à 16h. Championnat national de la Ligue 1 de football professionnel, la 3e journée a pris fin ce samedi avec 2 matchs. 11 cratères de Niarela disposés de l'AS Real par 2-0. Dans l'autre rencontre, l'USFAS s'est imposé 1-0 devant Étoile du Mandé. Les matchs Afrique Football Elite AFE Stade Malien de Bamako et Djoliba AC AS Bakarijan de Baraouli sont reportés en raison des compétitions de la CAF. Pour terminer, le handball féminin en Afrique est un sport qui se joue à 7 contre 7 et à la fin c'est l'Angola qui gagne. Telle pourra être la transformation de la célèbre phrase de Gary Lineker pour ce qui est du handball. Après avoir déjà remporté 15 trophées dans la compétition, l'Angola s'est offert ce samedi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, un 16e titre continental en 26 éditions de la CAN féminine senior de handball. Dominatrice de bout en bout de la compétition, les Perles ont bouclé leur parcours en prenant le dessus sur le Sénégal en finale 27-18. Meilleure attaque, meilleure défense, meilleure gardienne et meilleure joueuse de cette CAN féminine de handball 2024, l'Angola aura tout raflé sur son passage pour asseoir un peu plus sa domination sur le continent. Un statut de meilleure nation africaine qu'il faudra assumer l'année prochaine lors du mondial féminin. Car cette CAN servait aussi de qualification pour la Coupe du monde de la discipline et les 4 demi-finalistes Angola, Égypte, Tunisie et Sénégal seront les représentants africains pour tenter de briller sur la scène mondiale. Focus santé. Comment alimenter les enfants atteints de l'infirmité motrice cérébrale? L'alimentation de certains d'entre eux est basée sur les aliments liquides car ils ne peuvent pas mâcher des aliments solides. C'est pourquoi seules les personnes patientes peuvent s'occuper de leur alimentation pour éviter des fausses routes, suivant les techniques de l'alimentation des enfants IMC avec Kumba Sissé. La plupart des enfants atteints de paralysie cérébrale sont victimes de troubles du comportement, de locution et de réduction de la mobilité. À cause de ce handicap, ces enfants ne peuvent pas s'alimenter ni mâcher des aliments solides. Cette maman qui a préféré garder l'anonymat en témoigne. Dans la famille, elle est soutenue par son entourage. Mère de l'enfant atteint d'IMC. Je prends du temps pour donner à manger à mon enfant. Mes voisines et mes 2 filles m'aident dans ce sens. Comme elle ne parle pas, c'est moi qui dois savoir si elle a faim ou pas, ou si elle souffre de quoi que ce soit. Touré Wurukia Togola, pédiatre. Un enfant IMC, c'est un enfant qui, au cours d'un moment donné, soit en période anténatale ou bien en postnatal, qui a eu une infection et qui a eu un déficit neurologique. Et ces déficits neurologiques, en général, s'entraînent beaucoup de perturbations sur ces enfants-là, sur le plan neurologique surtout. Et dans ces perturbations, nous avons les troubles de la déglutition, les problèmes par rapport à l'alimentation de ces enfants. Elle est très délicate, parce qu'en général, ils souffrent de malnutrition comme tous les autres enfants. Et les causes de la malnutrition en général chez eux, c'est soit un apport insuffisant, ou bien les pertes importantes liées au vomissement, ou bien aux régurgitations, ou bien aux perturbations du métabolisme, ou même au dysfonctionnement oromoteur. C'est selon les cas. Il y a des enfants qui peuvent plus ou moins mâcher les aliments et bien avaler. Il y en a qui n'arrivent pas à mâcher les aliments et il y a d'autres qui ne peuvent prendre que des aliments liquides. Patience. Rien que de la patience pour nourrir les enfants IMC. À tout moment, les aliments peuvent faire une fausse route et provoquer des complications telles que la gêne respiratoire. Touré Wurekia Togola, pédiatre. Lors de l'alimentation, quand elle n'est pas bien entreprise, l'enfant peut avaler de travers et les aliments vont se retrouver dans les poumons et créer une pneumonie d'inhalation. Et en général, souvent, c'est des enfants qui sont confiés aux grands-mères et ça pose beaucoup de problèmes par rapport à leur alimentation. Parce qu'ils doivent prendre des aliments soit liquides, soit semi-liquides. Pour éviter des malnutritions chez les enfants, ils ont également besoin d'une alimentation équilibrée. Mais attention, il y a des techniques pour ceux qui ne peuvent pas mâcher des aliments. Touré Wurekia Togola. Ils peuvent manger ce que nous tous nous mangeons de façon quotidienne, mais maintenant c'est la façon de faire de ces aliments-là qui va les différencier par rapport de nous. Donc il faut les mixer ou bien les réduire en purée et en bouillie et puis les donner à ces enfants. C'est vraiment, ça demande beaucoup de patience parce que déjà chez eux, il faut le mettre déjà dans une position demi-assise et puis il faut fractionner les repas pour ne pas se retrouver
dans cette position de fausse route là. Donc il faut les alimenter comme tout le monde avec une alimentation le plus équilibrée possible, avec des apports en fruits, des apports en légumes, des apports en céréales, vraiment une alimentation équilibrée selon les moyens et les possibilités de tout un chacun. Si l'alimentation d'un enfant normal prend au moins 15 minutes, celle d'un enfant IMC va de 30 à 45 minutes. 9h24, c'est tout pour cette édition. Présentation, Moussa Papa Idara, mise en onde bien assurée par Absi Traoré, mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation Ousmane Dao, coordination Ousmane Dao et réalisation Adam Maïga. La rédaction vous donne rendez-vous à 13h avec Ibrahim Traoré. Merci à tous pour votre attention. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, profitez bien de votre journée dominicale.